À quoi ça ressemble la chronologie quand, en 2019, les gens commencent à parler de ce fameux virus? Toi, tu vois arriver des patients. Alors, c'est pas tant l'aspect médiatique qui nous intéresse, même si toutes les leçons que tu as pu apprendre sur comment gérer les timbrés Mmh. qui Mmh. disaient tout et n'importe quoi, qu'il n'y avait pas de variant, qu'il fallait pas se masquer, puis qu'il fallait se masquer en population générale, etc., etc., puis que le vaccin Mmh. protégeait à 95%, on va pas refaire la liste de toutes les conneries qui ont été dites, sans parler des mesures du café debout, café assis, rayon culotte fermée, bon, tous ces trucs-là. Mais là, vraiment, on va parler, de la perspective d'un pro, d'accord? Pas d'un commentateur sur BFM TV. Toi, tu es à l'IHU, ton job, c'est de gérer les épidémies. Dans ta seule perspective à toi, indépendamment du brouhaha médiatique, ça ressemble à quoi, cette épidémie? Encore, une fois, l'avenir est jamais prévisible, hein, Mmh. donc pas plus là qu'ailleurs. Donc nous, d'ailleurs, moi j'ai des idées très précises sur le développement de cette épidémie parce que encore une fois, on a regardé l'évolution du virus. Ton premier patient, il arrive quand à peu près? Il arrive, je ne me souviens plus si c'est février ou mars, et il arrive OK, donc de, 2020. ouais, Ouais. 2020, et il arrive d'Italie. D'abord non, la première fois qu'on est amené à faire quelque chose, c'est l'État français décide de rapatrier les gens de Ah oui, Wuhan. oui, oui. Voilà. Et vous les avez testés donc? Donc il décide de les mettre à proximité de l'IHU, Mmh. euh, parce que c'était le seul endroit où on pouvait accueillir, tester, etc. Et donc à cette époque, je suis en rapport avec le directeur général de la santé qui est assez, qui sur le plan diagnostic était assez lucide. Mmh. Et je lui dis, écoute, tu sais, pour faire les choses d'une manière intelligente, il faudrait que moi j'envoie une équipe et qu'on fasse les prélèvements sur le tarmac Ouais, directement sorti de l'avion, quoi. Ouais. directement, voire même dans l'avion, c'est un Mmh. écouvillon, hein. On les teste et nous, 2 heures après, on te dit s'il y en a des positifs. Ceux qui ont des Mmh. positifs, on les sort, on les hospitalise et puis les autres. Donc d'entrée de jeu, vous faisiez des PCR Oui, correctement, oui, bien OK. sûr. Donc bon, on pouvait faire 300 PCR. Bon, on était les seuls en France à être capables de faire ça, Oui, hein. c'est vrai, dès le début, je Mm. me souviens, c'est même comme Ouais. ça que j'ai connu, Éric Chabrière. Il était passé sur BFM en expliquant que vous aviez même, ramené du matériel, d'amis, de collègues pour Mm. pouvoir faire un maximum de Ouais, PCR ouais, parce que l'État vous avait pas fourni de quoi en faire autant. Après, ça allait devenir quelque ouais. chose de standard, mais donc, ton premier patient, il arrive en février-mars, le 1er qui est admis en hôpital. Alors c'est pas hôpital de jour d'ailleurs, tu les Non, mais gardes, ça, c'était l'histoire du tarmac était intéressante parce que nous, on alors propose c'était ça. quel mois d'ailleurs ça, l'histoire du tarmac? C'est, Bah, pareil c'était janvier, je pense. janvier, OK. Et Janvier donc, 2020. moi, je propose ça au directeur général de la santé. Il me Mmh. dit non, la ministre veut pas. Ah, si, elle, C'était Agnès Buzyn à l'époque, ouais. elle Ouais, était grave, hein. ouais. Je dis mais pourquoi elle veut pas? Ma foi. Elle dit d'abord, on les amène tous donc dans leur camp là-bas. Je dis bon. Après, une fois qu'ils étaient installés dans le camp, le lendemain matin, on envoie des gens pour les prélever. Il dit non, 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 laissez-les se reposer pendant 24 heures de plus. Mmh. Tout ça n'a pas de sens, c'est idiot. C'est juste. Donc on voit. C'était de la Donc la politique, pas de plupart la du temps, science. oui, la plupart du temps, ils servent à rien. Et on ne sait pas si c'est pire parce que quand ils ont des idées, c'est des idées idiotes hein, quand même, Mmh. parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Bah, quand on a vu les plages Donc au bout dynamiques et de, les rayons culottes fermés, on comprend qu'en effet, ça peut aller loin. Et au bout non, 48 heures après, on fait les prélèvements. Nous, on leur rend dans les 2 heures, comme on s'était engagé à le faire. Il n'y avait personne de positif. Et je lui dis, tu sais, et eux, ils avaient prévu de les mettre 3 semaines là-dedans. Je lui dis, tu sais, la période d'incubation, ça ne dépasse pas 7 jours. Mmh. Donc, si on repasse dans 7 jours et qu'ils sont négatifs, vous leur foutez la paix, vous les laissez rentrer chez eux. Ils n'ont pas Et voulu. ça venait pas, par exemple, de McKinsey ou bien des Australiens ou des Néo-Zélandais qui avaient été extrêmes dans les quarantaines? Ah non, 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 mais nous, ils avaient trouvé la quatorzaine. Alors, Ouais. j'ai toujours demandé pourquoi ils avaient pris la quatorzaine. Et je me suis dit que c'était un dérivé de la quarantaine. Si tu veux, ça devait sonner pareil, Mais tu ça va, vois. c'était donc c'est de la Ça n'a pas de com. sens. C'est de Oui, la oui, com, ça c'est n'a pas pas de voilà, sens. d'accord. Ça n'a pas de sens. Ouais. Voilà. Et donc, peu importe, on a fait ça. Après, ils ont eu un deuxième avion sur lequel on leur a dit, si vous voulez, faites la même chose, parce que nous, on vous les fait rapidement. Et là, non, c'est un ministre qui est intervenu pour que ce soit d'autres qui les fait. Et ensuite de ça, ils ont fait une bêtise parce qu'il y a un avion militaire qui a atterri dans la région parisienne et ils n'ont pas testé le personnel de bord. Mmh. Et après, il y a une partie de l'épidémie qui est repartie de personnel de bord, comme s'il n'y avait que les passagers qui risquaient le Oui, malade. bien sûr. Non mais c'est des neuneux, voilà, Ouais. on a vu ça, c'est une succession. Là, on s'est dit, ouh là là, qu'on est mal parti. Comment t'en arrives toi à avoir jusqu'à alors c'est 30 000 patients au total sur 2 ans?
C'est-à-dire, d'abord, quand les gens, nous, ils voulaient nous interdire de faire les tests au Oui, je départ. me rappelle de ça. Ouais. Alors, quand on dit, attendez, vous êtes fous, on fait 300 à 400 000 PCR par an. Ouais. Donc, on a commandé, nous, nos propres jeux, on n'a pas attendu que le Pasteur, le truc. Les Allemands, il y a un très bon virologue en Allemagne qui s'appelle Rosten, qui avait publié, basé sur le génome chinois avait été relargué immédiatement. Donc eux, ils avaient désigné des amorces. Nous, on a désigné des amorces pour faire la PCR aussi sur un gène qu'on connaît très bien, qui est l'RNA polymérase. On avait 2 jeux d'amorces pour le faire, on a testé nos amorces. Donc, on rappelle, donc les amorces, quand on fait une PCR, on amplifie une chaîne ADN. Vous prenez un bout d'ADN dont vous savez que le virus l'aura, typiquement les ARN polymérases, tous les virus, si vous prenez la séquence du Covid, tous les Covid l'auront, quel que soit le variant. Et donc vous avez ça pour pouvoir, vous reconnaissez cette séquence pour l'amplifier où qu'il se trouve dans l'échantillon. Voilà, et donc on l'a quantifié pour savoir quel est le... Parce que la PCR, c'est dangereux, il y a des risques de contamination, et donc on peut avoir des faux positifs si on regarde, si on n'arrive pas à déterminer quel est le nombre de cycles qui correspond encore à une réalité ça n'a jamais été chimique. recommandé en réalité. Ça a été recommandé après qu'on l'ait fait nous, dans le monde entier. Mais comme diagnostic, je veux dire, la cause du risque de faux positifs, la PCR a toujours été douteuse pour ça, quoi, parce que comme on peut amplifier tout ce qui traîne... Non, ça dépend. Ça dépend entre les gens sérieux et les gens qui sont pas sérieux. Ouais. Nous, on avait fait... Le nombre de cycles notamment, donc... Sur le nombre de cycles, oui. Bien sûr, si au bout de 10 cycles, on a tout amplifié, ça ne peut pas être un faux positif. C'est qu'il y a vraiment de l'ADN dedans. Mais par contre, positif à 60 cycles, c'est n'importe quoi. Ah oui, ça n'existe pas, oui. Ouais. Non, mais on peut déterminer ce qui est la limite. Nous, on l'avait fait en prenant une séquence d'ADN. Donc, on savait combien il y avait de séquences et on voyait jusqu'à quel point on détectait entre 2 et 5 séquences, 2 et 5 copies. Et donc ça, c'était le limite. On voyait, c'était au bout de 35 cycles. Après 35 cycles, il n'y a pas d'ADN virtuellement. Il y en a pas. Et après, on a vérifié ça avec les cultures, ce qui est devenu la référence mondiale de définition du cutoff pour le Covid. Parce qu'on l'a publié, et puis Bernard Scola qui a cultivé, je ne sais pas combien, peut-être 2000 virus du Covid, qui les a isolés et cultivés. On a corrélé la positivité de la culture avec la positivité de la PCR, et on a déterminé qu'au-delà de 35, à partir de 34, il n'y avait plus aucun virus vivant. Donc on savait que ça n'avait pas de sens au-delà de 34. Donc on a dit 35, au-delà de 35, ça n'a pas de sens. C'est une contamination, ça n'a pas de sens. Après, bien sûr, quand tout le monde s'est mis, parce qu'on est passé, c'est la France, tout ça n'a pas de raison. Donc nous, au début, on voulait nous interdire en disant qu'il n'y a que 2 endroits où on peut le faire, c'est Lyon et Paris, à l'Institut Pasteur. À Paris, s'ils arrivaient à en faire 100 par jour, c'est un minimum. C'était complètement déraisonnable. Donc nous, on a dit, écoutez, non, on le fait. Ils ont dit, alors d'accord, mais les premiers positifs, vous les enverrez dans les laboratoires de référence, si vous voulez. On s'enverra où vous voudrez pour l'instant, il faut savoir si les gens sont malades, quoi. Donc, et tout ça, c'est pareil, c'est encore une fois la France. C'est humain, c'est une question de territoire, c'est nous qui avons le droit de le faire et qui au ministère disent non, vous ne pouvez pas, ils ne sauront pas faire une PCR. Enfin, c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. Mais après, en revanche, ils ont ouvert le truc, tout le monde peut faire le PCR, le privé, le public, des gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors là, et puis ils ont subventionné. Les résultats étaient bidons, des gens qu'on n'avait jamais fait. Ouais, et là, nous, quand on vérifiait les résultats, quand on nous donnait les résultats à vérifier, on voyait qu'il y avait 30% de faux positifs. 30%. À Marseille, donc. Partout. Comment ça se passait? Des gens se faisaient admettre à l'IHU avec un test PCR positif qui venait d'un labo marseillais. Ouais, par exemple. Et ensuite, vous revérifiez, et puis à ce moment-là... C'était négatif. Ouais, c'était négatif. Et donc, bon, en général, vous les admettiez. C'était quoi la prise en charge d'un patient Covid dans ton protocole? Le nombre de jours, etc., selon la gravité, l'âge, tu peux nous en dire un peu plus? Globalement, donc nous, on a fait beaucoup. On a fait, je sais pas, 1 million de tests PCR. Là-dedans, on a eu 1,2 million de tests positifs. Là-dedans, il y avait qui correspondait à 200 000 malades. Mais parce qu'on peut être positif sans être malade, faut le rappeler. De Marseille ou pas de Marseille. Les gens qui étaient malades, on leur téléphonait à tous le résultat dans la journée. On a eu une chance. La journée. On a eu une chance extraordinaire parce qu'il y a eu beaucoup de gens très bien, de bénévoles. Il y avait 200 personnes dans l'IHU supplémentaires, rien que pour téléphoner les résultats tous les jours. On faisait jusqu'à 3000 PCR par jour. Donc il fallait bien transmettre les résultats, que ce soit négatif ou positif. Ça prend quoi, 6 heures plus? Non, 2 heures. 2 heures, ok. Non, mais après, quand il y a de tels flux, il faut les organiser, les flux aussi, tout ça. Moi, j'ai pris
des leçons et des initiatives en termes d'organisation, parce que pour recevoir 3000 malades par jour, les tester et rendre des résultats dans la Ouais, journée. mais ça, c'est typiquement le genre de leçons qu'on veut avoir dans cette masterclass. Les choses que tu as apprises en termes de gestion, de logistique, c'est impressionnant quand même. Parce que jamais l'IHU, qui était en plus une structure très jeune, vu qu'il est né en 2016, n'avait connu un tel afflux de patients et un tel... Ni nous, ni personne, Ouais, je pense. Hein. c'est ça. Ni nous, ni personne. Donc c'est pour ça qu'au début, on a vu il y avait des queues dans la rue très Ouais, on se longues. rappelle les photos et tout. Ouais. Et puis du coup, après, on a organisé ça. Moi, j'ai pensé à organiser ça en allant à l'aéroport. Quand je suis allé à Paris, j'ai vu, je me suis dit, mais je suis idiot, je devrais faire comme eux, les bornes où les types s'auto-enregistrent, etc. Et donc, on Avec a... un ticket et tout, tu veux dire? Oui, oui. D'abord, effectivement, on a adopté un système de réservation par Internet, ça s'appelle Doctolib. Et ensuite, il y avait des bornes où les types pouvaient s'enregistrer, mettre leur carte, etc. Donc, Ouais, donc comme pour un vol, quoi. j'avais même Donc commencé à l'IHU était mettre, devenu un aéroport médical. commencé à mettre un robot. C'était à la fin de la 21, donc il a pas, après les successeurs ne sont pas intéressés à ça, mais il y a un robot qui indiquait vous pouvez aller là, vous pouvez aller là. J'achetais un robot japonais pour pouvoir que les gens posent une question. Je leur disais qu'est-ce que vous voulez, ça. Donc, il y avait une organisation et c'est pareil. Donc là, il y avait 5 à 6 postes pour pouvoir s'enregistrer, et puis ensuite un truc, et puis après ils allaient. Et donc quand on leur faisait un premier test, on avait installé une cabane isolée là, qui était le fruit d'une start-up qu'on le fait, mais qui n'a pas survécu à l'époque épidémique, qui était une cabane en plastique là, dans laquelle les gens qui étaient à l'intérieur étaient travaillaient comme dans un P3 en toute sécurité. Donc c'était en dépression, il y avait, etc. Donc c'était une espèce de P3 mobile, une tente P3. Et donc les gens passaient là, on les prélevait, et passaient le truc, le type. Et puis, donc ça permettait, il y a plein de machines qui se sont mises en place. Alors celle-là, il y a une machine qui était ultra rapide, qui donnait le résultat en 30 minutes, qui était une machine coréenne. Donc ultérieurement, on a utilisé ça. Et donc, les gens qui étaient positifs, on leur disait, écoutez, si vous voulez être pris en charge, parce qu'il y a des gens qui venaient pour le diagnostic, parce qu'on était le seul au départ à faire le diagnostic d'une façon rapide, que les gens aient rapidement le résultat. Il fallait être dans un ministère parisien pour croire qu'on pouvait faire le diagnostic en envoyant ça à Paris en attendant une semaine pour savoir si vous étiez malade ou pas. Donc là, déjà, tu as compressé la logistique, ça c'est un point super important. Puis comme tu avais créé l'IHU où il y y avait tout sur place, tu pouvais faire ça. Oui, bien sûr. Puis on décidait de tout. C'est-à-dire, donc plus à l'époque, on avait la chance d'avoir un directeur général qui était assez ouvert à ça et un secrétaire général de l'assistance publique qui était extrêmement dynamique. Et à chaque fois que je lui demandais quelque chose, il me disait oui. Donc quand on a eu besoin d'avoir 5 personnes pour le bureau des entrées, on a eu 5 personnes pour le bureau des entrées. Donc il était très... voilà, la gestion, donc... une fois qu'on avait ça, on disait aux gens, voilà, est-ce que vous voulez qu'on vous prenne en charge ou pas? Alors s'ils étaient ambulatoires, on les voyait en hôpital de jour, c'est-à-dire que... C'est intéressant l'hôpital de jour pour un Covid? Ah ben oui, parce qu'on a besoin quand même... On avait fait, en plus, comme tous les types avaient foutu une espèce de folie sur les électrocardiogrammes et l'hydroxychloroquine, donc on faisait un électrocardiogramme à tout le monde. Les 1000 premiers, on était en relation, du coup, avec un professeur de cardiologie qui était spécialisé en rythmologie. Vous avez détecté des fameuses torsades de pointe liées bien sûr que non. Au bout de 1000, il a dit, écoute, c'est plus la peine de les regarder des trucs. Mais il y avait de l'inventivité. Du coup, lui avait testé. C'était vachement bien. D'ailleurs, j'ai expliqué ça. Je pense que c'est une partie de l'avenir. Il avait testé les premières montres qui faisaient des électrocardiogrammes. Ça, c'est très utile. Ça marche très bien. Donc, on voit très bien l'électrocardiogramme. Ils font l'oxygène du sang aussi, malheureusement, à l'époque des masques. Ça marche pas très bien. Ça. Malheureusement, on l'a testé, ça ne marche pas très bien. Mais les électrocardiogrammes, ça marche très bien. Okay. Et donc, pour surveiller ça, les premières modifications, c'est-à-dire l'allongement d'une partie d'électrocardiogramme, ça se voit très bien. Et donc, lui, au bout de 1000, il nous a dit, écoutez, ça va, c'est pas la peine de nous montrer maintenant tous les autres électros, on s'en fout. Mais lui a pu tester les montres électrocardiogrammes et les valider, alors que c'était son métier. Après, nous, on a validé en même temps. Au début, on faisait systématiquement des scanners low-dose au lieu de faire des radiothorax, ce qu'on n'avait jamais réussi à faire. Mais là, pour cette occasion, les radiologues ont été d'accord.
D'abord parce que on gagnait un temps fou, il y avait moins d'irradiation. Et puis, ils ont pu commencer, là aussi, ça a généré de faire de l'intelligence artificielle sur l'analyse des scanners low-dose. Ah ouais, quand même. Au Vous bout avez d'un fait de la moment, ils recherche les au fond, interprétaient quoi. même pas. Parce que on a fait de la recherche sur tout. Non, Ouais. Et donc, ça nourrit des aspects. On leur faisait une prise de sang avec la kaliémie, l'hémogramme, et puis voir. On avait trouvé qu'il y avait, bien sûr, on regardait l'oxygène, parce qu'on avait trouvé, on a décrit les premiers, les hypoxies sans essoufflement, Ouais, les fameuses hypoxies heureuses. qui justifiaient le traitement par l'oxygène, Ouais. pour éviter que les gens s'épuisent et puis meurent. Hein. Et puis d'autre part, on avait trouvé qu'effectivement, c'était à la différence de la grippe, toute la connerie de Fauci d'ailleurs, c'était de dire que c'était comme la grippe, c'est que ça donnait des thromboses des vaisseaux. Et donc, on regardait s'il y avait des risques de thrombose. Donc, on a une hématologue chez nous qui est spécialisée dans les thromboses. Et donc, on regardait s'il y avait ces marqueurs. S'il n'y avait pas les marqueurs, on donnait aux gens on leur donnait un traitement isocoagulant, c'est-à-dire et s'il y avait des risques de thrombose, on leur donnait des anticoagulants. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus de thrombose à partir du moment où on a fait plutôt de Alors jours. ça, c'était pour l'instant le protocole en hôpital de jour la plupart du temps. Ouais. Vérifier la santé cardiovasculaire, kaliémie, donc taux de potassium dans le sang. Voilà, la coagulation. Et donc, Et s'ils étaient diagnostiqués juste la veille, tu leur disais revenez demain, vous allez être admis, vous restez 8 heures et vous rentrez chez vous. Quoi. Alors, on leur faisait toutes les prises de sang. À la fin, ils avaient une consultation. On leur demandait, écoutez, est-ce que vous voulez recevoir traitement par hydroxychloroquine et azithromycine? Le type dit, oui, heureusement, d'ailleurs, c'est tous signé. C'est vrai qu'en plus, vous les avez fait tous signer. Ouais, bravo. Parce que vu qu'on a tout tenté, alors je rappelle juste vite fait, c'est pas le sujet de cette masterclass, mais au tout début, tout le monde disait, il n'y a pas de double aveugle dans le traitement à l'hydroxychloroquine. Bon, d'abord, il n'y a eu aucun double aveugle dans les vaccins, aucun, mais pas plus dans le remdesivir non plus, qui était une vraie charlatanerie. Mais le pire, c'est que 2 ans plus tard, vous avez une bande de timbrés qui a tenté de faire accuser le professeur Raoult d'essais illégaux. S'il avait fait des doubles aveugles, alors là, c'était qualifiable. Là, on pouvait dire, bah oui, c'était un essai puisqu'il y avait un double aveugle. Donc le pire, c'est qu'ils lui ont reproché de ne pas faire de double aveugle. 2 ans plus tard, ils lui ont dit, vous avez fait des essais illégaux. Si tu avais fait des doubles aveugles, ils auraient pu avoir un cas pour dire que c'était des essais illégaux. Donc c'est vraiment un niveau de saloperie qui est assez exceptionnel. Non, mais on peut pas revenir sur toutes les bêtises et tout ce qui a pu être fait. On va pas en faire l'inventaire, je l'ai fait sur YouTube, t'inquiète pas. C'est comme ça. Mais donc après, les prises en charge longues, justement, c'est quoi, une semaine, 2 semaines? Si les gens avaient besoin d'oxygène en permanence, à la fin, il y a quelques-uns chez ceux qui étaient susceptibles de le faire, et on s'est mis d'accord avec les gens de l'hospitalisation à domicile pour que les gens puissent avoir l'oxygénothérapie chez eux. Ça, c'est du management. Là. Ce que tu décris, c'est vraiment du management hospitalier parce qu'il y a très peu d'hôpitaux qui faisaient ça. Chez les gens qui étaient plus âgés, plus fragiles et qui avaient besoin d'oxygène, on les hospitalisait, on les traitait en hospitalisation. Combien d'hôpitaux français, à ton avis, ont fait ça, enfin, ont permis d'aller oxygéner à domicile? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, c'était plutôt, j'ai mal posé la question, c'était plutôt rare ce genre de protocole. Je ne sais pas ce que les uns et les autres ont fait. On ne sait même pas combien il y en a qui ont vraiment traité, qui n'ont pas traité, qui en cachette, qui pas en cachette. Même à l'étranger, je veux dire, le fait d'aller. En l'étranger, j'avais quelqu'un qui m'envoyait des étudiants qui suivaient beaucoup ce qu'on fait, qui a été responsable de ça au Liban. Il a fait ça à Beyrouth. Hein. Ouais. À Beyrouth, dans une zone qui était déjà très tendue. Et donc, il m'a dit, je faisais de l'oxygénothérapie à des domiciles, on a eu des taux de mortalité extrêmement bas, bien sûr, j'en ai de l'oxychloroquine, je suivais tout ce que tu disais. Et donc, il a été responsable. Et après, il a été emmerdé parce que quand l'industrie pharmaceutique a vu qu'au Liban, ils l'ont redressé. Mais alors, ça, c'était pour les cas moyennement graves qui nécessitaient pas une admission. Ce qui était grave, après, il venait là. Et puis, si on était... Les niveaux de gravité, pour qu'on ait une idée, c'était hôpital de jour, oxygénation à domicile, et après, urgence... Après, on les hospitalisait chez nous. Ouais. Donc, on les hospitalisait chez nous, et puis, ça dépendait des malades, hein, parce qu'ensuite, ça devient lésionnel. Hein, donc, c'est pas un jeu vidéo. On n'hospitalise pas les gens 5 jours, 3 jours. C'est justement que tu nous expliques. Voilà. Et donc, après, c'est des malades, on les soigne comme des malades. Ouais. Et donc... On a eu beaucoup de chance. Il y a des choses qui heureusement, les humains sont les humains, hein, les gouvernements c'est les gouvernements, mais les humains c'est les humains. Il y avait des gens très bien et très intelligents, il y en a qui l'étaient pas, mais il y en a qui étaient bien. On avait la chance d'avoir juste en face de l'IHU une réanimation avec un type, le professeur Guénier, qui est un type absolument remarquable, très grand réanimateur, qui a eu aussi beaucoup de créativité dans la prise en charge de ces malades. Et il y avait quelqu'un chez eux qui passait tous les jours chez nous pour voir ceux qui devaient passer en réa, qui ne devaient pas passer en réa. En particulier, quand on n'arrivait pas au début, on n'arrivait pas à les tenir
à partir d'un certain besoin d'oxygène, on n'allait plus à les tenir. Et donc, au fur et à mesure, heureusement d'ailleurs, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient prendre en charge des malades de plus en plus vieux. Parce qu'au début, la limite, c'était au-delà de 70 ans, on ne peut pas les prendre. Et puis après, ils nous les ont pris jusqu'à 80 ans. Et donc, ils ont sauvé des gens, y compris, je crois qu'ils en ont sauvé un qui avait 100 ans. Je crois. Et donc, on est d'accord qu'à l'époque, d'autres organisations avaient tendance à leur filer du Rivotril à cet âge-là, quoi. Oui, bien sûr. Et donc, après, nous, on continuait à réfléchir, à travailler, puis on s'est rendu compte qu'il y avait, donc ceux qui avaient plus de 80 ans et on n'arrivait plus à tenir en termes d'oxygène, ils étaient destinés à mourir. Et donc là, a commencé à être mis sur le marché des appareils d'oxygénation à très très haut débit, qu'on a pu utiliser chez ceux qui étaient réfutés par la réanimation, et on a sauvé 1 sur 3 avec ça. Donc c'est ça qui explique les chiffres que vous avez eus à la fin, entre autres. Oui, c'est qu'on soignait les gens, surtout, c'est du soin, c'est la qualité plus que du soin, parce que tu vois, certains ont dit par exemple que le Rivotril c'était du soin, ça n'en était pas, ça soigne pas. Non, c'est du suicide organisé. Voilà. Mais donc c'est vrai que là, quand tu dis soin, toi, il y a quelque chose quand même, parce que bon, ton père était médecin militaire, etc. Tu te bats, quoi. Là, par exemple, essayer de faire venir des appareils d'oxygénation à très haut débit pour les patients de plus de 80 ans, mais c'est une exception, ça. Enfin, tu sais bien que c'est une exception. Tu n'as personne qui va se battre, qui va avec les griffes pour aller te chercher ces appareils. C'est plus que battre. Ça a été rigolo parce qu'il y avait le directeur de l'assistance publique qui commandait ça. Ils ont été très emmerdés, bien que le gouvernement, c'est une des choses qui a été faite, qui était intelligente. Leur a dit, écoutez, pour cette épidémie, on vous enlève les obligations d'appel d'offres européens, etc. Faites venir ce que vous voulez. Mais quand même, c'était l'administration. C'est un type très bien. Il l'a bien fait d'ailleurs, parce qu'après il était malade, il a fait une forme grave et c'est nous qui l'avons soigné. Mais je lui dis, je veux ça, il m'en faut 7 ou 8 parce que j'ai besoin de ça. Il me dit, mais attendez, je dis, écoutez, si vous m'emmerdez, ce soir, je les commande sur AliExpress. Il me dit, non, monsieur, ne le faites pas. Faites pas ça. Je vous promets, la semaine prochaine, vous les avez. C'est pour ça que tu t'intéresses à Temu maintenant. J'ai compris. Donc, tu étais déjà sur AliExpress pour aller choper des machines. Bien sûr. Il y a vraiment des machines oxygénantes. Ah, bien sûr. Et des scanners dessus. Moi, j'ai failli acheter, juste avant, je voulais acheter un scanner chez les Chinois parce que les scanners, quand ils coûtaient 1 million ici, ils coûtaient 100 000 euros en Chine. Et même après les douaniers, mais bon, même avec les droits de douane, ça aurait été top. Après, évidemment, il n'aurait pas eu la norme CE, tu n'aurais pas forcément eu le droit de l'utiliser. Voilà. Non, mais après, le problème, c'est que tout ça, c'est une énorme mafia qui bien sûr, vu les marges. Bien sûr. Non, mais donc il y a des trucs qui se partagent. Il y a 3 boîtes qui se partagent les scanners, Siemens, je sais pas quoi. Puis voilà, une japonaise, il y a Fuji, Siemens, puis une 3e. Et puis les autres, on ne peut pas les acheter, c'est comme ça. Et ça, dès qu'on a mis ça, on a sauvé 30%, c'est considérable. Comme j'ai commencé à le dire, en réalité, les spécialités médicales, c'est mon point de vue, j'ai moyennement réussi à convaincre que c'était la seule manière de faire, en grande partie à cause de l'épidémie de sida. L'outil, les spécialités en médecine n'existent réellement qu'à partir du moment où on maîtrise un outil. Voilà. Tu veux dire genre l'imagerie ou le séquençage Voilà. Et donc, moi, quand j'étais jeune, les spécialistes étaient des spécialistes essentiellement intellectuels, et les médecins n'avaient pas particulièrement recours aux spécialistes parce que, à part, il y avait les psychiatres qui étaient à part parce qu'on les enfermait dans des hôpitaux qui étaient spéciaux. Pour le reste... Et puis, se sont développés des outils et on a vu se développer des spécialités. C'est-à-dire que la cardiologie s'est développée autour l'électrocardiogramme. De l'électrocardiogramme, les neurologues avec l'électroencéphalogramme, et puis ensuite avec les stents, et donc les cardiologues sont devenus un élément essentiel du paysage médical. Les pneumologues parce qu'ils faisaient la fibroscopie, les gastro-entérologues parce qu'ils mettent des tuyaux par en bas, par en haut, donc... ils sont devenus des spécialistes incontournables. Jusque-là, si c'est juste une question de savoir, en réalité, avant de convaincre quelqu'un que le savoir de l'autre est plus important que le sien, alors qu'on a fait initialement les mêmes études, c'est très compliqué. Ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait une spécificité, alors soit chirurgicale, donc là c'est le savoir-faire chirurgical, soit avec des outils. Or, en maladie infectieuse, l'outil c'est le laboratoire diagnostique. C'est comme ça.
Qui ressemble à Donc, quoi concrètement pour le profane? Explique-nous. c'est comme quand vous faites une prise de sang pour savoir si vous avez une septicémie, ou savoir si vous avez eu la rubéole, Alors on est ou d'accord savoir... que tu n'apprends pas par la prise de sang que tu as une septicémie en général parce que tu as déjà 40 de fièvre. Donc là, c'est. Non, mais il n'y a pas que les septicémies qui donnent Ouais. 40 de fièvre, il y a toute une série Oui. de choses. Ok. Donc non, le diagnostic, Mm. ce que nous on appelle le diagnostic étiologique, c'est le Ouais. diagnostic de la cause déclenchante. Mm. C'est le laboratoire qui le fait, on ne peut pas se passer du laboratoire. Donc moi, alors pour les rickettsia, c'était encore plus spectaculaire parce que les rickettsia, c'est toujours les bactéries les plus difficiles à cultiver. Donc, Oui, voilà, ça il y c'est un avait- truc. Tu avais la réputation d'être un des gars qui avait la main verte pour les rickettsia, que tu arrivais à aller. Si tu veux nous faire une parenthèse là-dessus, d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé capable de cultiver les rickettsia alors que Ouais, c'est super dur? c'est, d'abord le hasard. Hein. Mon premier choix d'interne, j'étais en médecine tropicale, et puis mon patron voulait que je rentre dans la Société française de médecine tropicale. Il m'a dit, il faut que tu fasses un article. Tiens, tu n'as qu'à faire un article, ça fait boutonneuse, personne n'a écrit ça depuis Personne n'a longtemps. écrit ça, ouais. Bon, j'ai fait ça. Mm. Ça Ça ressemblait à quoi un article à l'époque? C'était des cas? Tu prenais Oui, des il y patients? avait 40 cas, on Ouais. décrivait ce qui se passait à ce moment-là. Mm. Et donc j'étais avec quelqu'un qui était son engagé, qui a triché, c'est-à-dire qu'il m'a fait, il y avait un cas atypique, grave, il était mort, et il me l'a fait retirer pour pouvoir dire ce que tout le monde disait, c'est-à-dire que c'était pas grave. Ah oui, d'accord. Donc déjà, Donc le c'était premier papier que j'ai publié, déjà, c'était de la grosse c'était fraude. Ouais. c'était Le une gars t'avait fraude. dit, enlève-le parce Ah que ouais, sinon. ouais, puis c'est lui qui le signait. Ouais. Et donc tout ça parce que pour l'adhésion à ce que l'on disait. Et après, donc j'ai fait une Tu vois collection le là-dessus. poids quand même, le Ah poids ouais, de ouais, ce ouais, qui. ouais. Et après, le premier papier que j'ai fait, qui comptait dans ce domaine-là, c'est je rapportais 6 personnes qui étaient mortes de ça. Donc je me suis vengé après. Oui, alors que c'était une époque où on adorait trivialiser les rickettsia justement pour se dire, regardez le progrès de la médecine, on n'en est plus là, quoi. Je sais pas, c'était toutes les choses s'étiolent. Ouais. Moi j'ai vu ça dans la peste par exemple. Hein. La peste, on a raconté tellement de bêtises qu'à la fin on racontait à l'école, c'est pas compliqué, c'est le rat, la puce et Ouais, le Yersinia truc. pestis, alors qu'en fait, toi, tu as démontré d'ailleurs plus tard en archéo C'est surtout le pouls. que tu as En démontré qu'il y a réalité, beaucoup de c'est pestes qui n'étaient pas à Yersinia, qui étaient c'est rickettsia. Yersinia, mais c'est le pouls qui transmet Yersinia. C'est Par lui qui exemple, donne les grandes la peste épidémies. d'Athènes, tu as démontré que c'était pas Yersinia, justement. Non, la peste d'Athènes, c'est la typhoïde. C'est pas nous, ça, c'est un dentiste qui a repris c'est les ça. techniques qu'on a pris, mais qui a montré que c'était la typhoïde. Mm. Et donc, toujours est-il que j'ai publié ça. Quand j'ai publié ça, il y a le type qui s'occupait des rickettsia à l'Institut Pasteur qui a envoyé une lettre d'insulte à mon patron et à moi en disant qu'on n'avait Déjà. pas le droit de dire ça. Ouais, Alors que ouais. t'avais quoi? T'avais 27 ans, un truc Ouais, comme ça? ouais, ouais. Voilà, ça commence Même déjà, pas. la lettre d'insulte 25, ouais, à ton ouais. patron. Ouais, Voilà, ouais. toi, t'as à peine, c'est ton premier papier. Mais Bon, mon patron rigolait. Non, heureusement, c'était un homme charmant, qui n'était pas du tout impressionnable. donc on se rappelle que 40 ans Et donc, plus tard, il lui t'auras a des écrit, vous menaces- savez, t'auras c'est des nous menaces qui de avons mort. vu le malade. Hein, Ouais, c'est nous qui- donc si tu veux, oui. Et donc, ça, c'est une chose. Et après, du coup, c'était mon premier truc. J'ai tiré la ficelle, et puis j'avais fait. C'est la seule fois où j'ai écrit un programme informatique de saisie des données des malades. Et donc, on a fini par avoir 400 malades. Et donc, comme ceux qui me passaient dans les mains, je les observais moi-même, je voyais bien ceux qui avaient une grosse rate, un gros foie, etc. Et les gens qui publiaient beaucoup à l'époque sur cette maladie, c'était les gens en Italie, et ils disaient qu'il y avait 60% de gens qui avaient une grosse rate et un gros foie. Et moi, j'en trouvais 0. Et donc, il y avait une jeune femme qui avait mon âge, ou un peu plus, à un moment que je rencontre dans un congrès, mais je dis, mais comment tu penses que c'est possible que juste vous, de l'autre côté de la frontière, vous ayez tellement d'hépatomégalie, de splénomégalie, c'est un gros foie, de gros sac. Elle me dit, mais il n'y en a pas. Mais comme c'est dans tous les articles italiens, je suis obligé de mettre... Donc après, quand on dit que la science n'est pas culturelle, c'est une vraie C'est folie. complètement faux, la science est culturelle. Bien sûr. Il faut Donc, dire comme ses collègues. La fille me disait, c'est incroyable cette histoire. Et donc, bon, j'ai continué. Et en plus, il faut le cacher, parce que plus toi, tu le rapportes, parce que là, tu es tranquille, tu es libre en masterclass, mais imagine, tu fais ça dans un séminaire de labo, t'expliques ce cas, tu vas te faire censurer la plupart du temps. Sauf si tu es ancien président d'université comme toi et tout. Moi, j'ai passé ma vie à raconter ça. Hein. Voilà, mais donc, en expliquant qu'il faut mais il y a des gens qui ont été très, compris parmi mes étudiants, mes internes, qui ont été très choqués qu'on remette en cause les choses comme ça en disant c'est pas la vérité, c'est une vérité culturelle transformée au fur et à mesure. Pourquoi, du coup, il y avait des typhus sans hépatomégalie et sans non, mais il n'y en avait pas. C'est qu'ils inventaient les résultats. Ah, carrément. Ah ouais, ouais. Mais Ils ça venait répétaient.
il répétait, c'est la même chose que ce que je disais sur les Brésiliens, qui répétaient qu'après 5 jours, il fallait plus soigner les trucs, il y a un truc de fou. Il n'y a pas une septicémie dont on dit au bout de 5 jours, on arrête de la soigner. C'est complètement idiot. Ils Surtout mouraient, si les gens. Surtout si elle part en méningite. Non, mais ils mouraient, les gens. Enfin, c'est idiot. Et eux, elle savait bien. Je dis, mais c'est toi qui rapportes ça. Tu les as examinés, les malades? Elle me dit, mais ils n'ont pas l'hépatomégalie. C'est marrant parce que tu vois, je ne veux pas faire des comparaisons hasardeuses, mais c'est pas du tout pour jeter des fleurs au professeur. Mais Churchill disait quand il était petit, toute ma vie, j'ai pensé qu'un jour l'Angleterre serait en grand danger, que je viendrais la défendre. Et puis en fait, ce qu'on voit, c'est que Churchill, qui était un dépressif chronique, tout ce qui lui arrive dans sa vie fait aucun sens si on enlève l'apex qui est la Deuxième Guerre mondiale. Sinon, c'est un loser, le mec. Il a fait n'importe quoi. Ta vie se lit pas comme ça. Mais ce que je veux dire, dans le cas de la vie de Churchill, c'est ça qu'on voit. C'est tout ce qu'il fait avant, il se rate, il dit le contraire, il change de parti, il trahit son propre parti. Enfin, bon. Tout ne fait sens que si jamais tu vois la fin, qui est la Deuxième Guerre mondiale, et le fait qu'il a le caractère de dire non, qu'il est capable de s'opposer même à son propre parti. Enfin, tout ce qu'il a appris pendant sa vie lui sert à ce moment-là. Toi, ce que l'on voit, ce qu'on est en train de voir là, c'est que tout ce que tu as appris dans ta vie va te servir au Covid. Parce que mine de rien, le scandale du Lancet-Gate, c'est exactement ça. Vous les avez vus, les patients? Les patients dont ils parlent, les gars disent que la chloroquine a tué tant de gens, mais vous les avez vus? Bah non. Pourquoi vous les avez pas vus? Bah je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui était censé les voir, non. Puis on se rend compte, mais ils n'existent pas, ces patients. Pareil pour les fameux morts. Non, mais c'est pire que ça. Mais c'est inaudible. Hein. Moi, je dis plusieurs fois. Mais il fallait être capable de faire ça, parce que tu voyais que tous tes collègues n'étaient pas forcément capables de faire ça. Déjà, d'abord, j'étais en Afrique, alors de la Nivaquine, j'en bouffais tous les jours. Alors, avant de me dire que ça fout des arrêts cardiaques, il fallait me convaincre. Oui, voilà. Mais non, moi, c'est l'inverse que je comprends pas. Je le répète souvent, hein, parce que mais je ne veux pas le répéter une fois de plus, parce que c'est sorti des textes les plus sacrés des 3 grandes religions. Mais comment j'ai écrit ça récemment, et j'ai retrouvé le papier. Il y avait un papier que j'avais lu, je n'ai pas retrouvé, alors j'ai fouillé dans les trucs de traitement du paludisme, publié par l'OMS en 86. C'est un gros machin qui fait 90 pages. À l'époque, l'OMS était un peu plus sérieuse, un peu moins bouffé par l'industrie. Oui, c'était plus autonome. Et dedans, ils disent, ben voilà, cette année, il a été produit 1370 tonnes de chloroquine qui ont été distribuées, ce qui veut dire 13 milliards de comprimés. Oui, parce que c'est 500 mg ou 400 mg. 13 milliards de comprimés. Et personne ne s'était rendu compte que ça foutait les arrêts cardiaques. Oui, mais tu vois... Non, mais quand on dit ça, après quand on dit, moi je l'ai dit plusieurs fois, le président de l'OMS, attendez, est éthiopien. Oui, il en a bouffé toute sa vie. Oui, et il continue à en bouffer parce que un des plasmodiums qui sévit en Éthiopie, qui est Plasmodium vivax, c'est celui qui est toujours sensible à la chloroquine, alors que falciparum ne l'est plus. Enfin, il est redevenu sensible, mais au Zimbabwe. Donc on est plutôt à Tovaquone pour falciparum. Et donc il a bouffé toute sa vie. Il a bouffé de la chloroquine. Comment ce type peut dire, voilà, ils ont dit ça dans le Lancet, le lendemain, il faut arrêter même toutes les expérimentations. Il ne faut même pas vérifier. Parce qu'ils avaient inventé des patients, les mecs, tout simplement. Non, mais comment on peut... Comment la question, c'est pas pourquoi moi je ne le crois pas. Moi, j'ai raison de ne pas le croire, parce que c'est ma vie, c'est mon expérience. Je suis allé en Afrique, j'ai vu des gens bouffer ça toute leur vie. Cette masterclass, elle est là pour que tu puisses justement, on parlait des transferts latéraux, elle est là pour que tu transmettes ton expérience aux gens. Ça faisait 30 ans que je traitais les gens avec 600 mg par jour d'hydroxychloroquine pour les 2 maladies sur lesquelles j'étais le spécialiste mondial, pour lesquelles je recevais des malades du monde entier. Donc je sais bien que ce n'est pas toxique. Quand on faisait des dosages, on savait de quoi on parlait. Bien sûr. Donc comment c'est possible? Comment est-il possible? Moi je comprends bien que les journalistes qui croient n'importe quoi, d'une manière ce qu'ils disent n'a aucune importance, c'est une chose. Mais comment on peut, face à quelque chose qui est aussi énorme que ça, il faut savoir, moi j'ai sorti tout de suite après, il y avait un type qui m'avait envoyé en douce la prescription d'hydroxychloroquine en France avant que Buzyn demande que ce soit sur ordonnance. Parce qu'il faut savoir que jusqu'en 2019, ça n'était pas sur ordonnance. Tout à fait, Eh bien, en 2019, il s'était vendu en France 66 millions de comprimés d'hydroxychloroquine à 200 mg. 66 millions, autant que d'habitants, tu te rends compte? C'est inouï. Et elle le rend obligatoire sur ordonnance. Elle ne sait pas pourquoi. Oui, quand elle lui pose la question... Parce qu'on prenait trop de médicaments. Parce qu'il y a trop de médicaments, donc il faut en enlever. C'est vrai, en réalité, c'est que
je pense que ce qu'il y avait derrière, c'est la vente des anticorps monoclonaux pour les polyarthrites rhumatoïdes qu'ils n'arrivaient pas à vendre parce que les types qui prenaient depuis 20 ans l'hydroxychloroquine ne voulaient pas changer pour des trucs qui coûtaient 4 000 € le traitement, alors qu'ils avaient des trucs qui coûtaient 30 € le traitement et qui connaissaient depuis longtemps. Donc, c'est ça, il y a effectivement une chasse aux médicaments génériques, parce que les médicaments génériques sont un modèle anti-progrès. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on va reparler bien sûr du modèle de l'industrie pharmaceutique, on parlera de Purdue Pharma, on parlera de Gilead et de Pfizer qui a doublé ses amendes depuis 5 ans. Mais je voulais montrer le procédé, parce que chez vous, quand vous regarderez cette masterclass, vous aurez d'autres cas dans votre vie qui vous formeront à votre destin ultime ou à ce pourquoi votre vie brillera le plus. Bon, là, dans le cas du professeur Raoult, on voit qu'il y a un moment précis qui va te resservir, en fait, qui est bon. Tu as vu plusieurs fois que des autorités universitaires pouvaient écrire des trucs par pure culture, pas par science. Mais c'est parce que machin le disait. Qui était contre leur observation. Ouais. C'est ça, qui était contre leur observation. Donc, puisque moi, le premier de tous mes papiers est un papier dans lequel l'auteur principal a retiré une observation. Il l'a retirée parce que cette observation allait contre ce qui était écrit dans les textes. Et puis comme tu avais fait ton bac en candidat libre, tu avais peut-être un peu plus confiance en toi aussi, non ? J'ai plus confiance en moi pour d'autres raisons que j'expliquerai peut-être. Non, mais tu es là pour les expliquer, ça c'est super important. Et donc, je me suis organisé pour la première fois pour travailler, et donc, au contraire, il y avait 4 grandes matières pour passer l'internat, et donc je passais exactement le même temps pour chacune des matières, le même temps. Je décidais de ça, voilà. Et donc, je passais le même temps, et j'ai tâtonné, comme j'ai souvent fait dans ma vie, pour savoir quelle était la limite de ce que je peux faire. Ce qui est vraiment été souvent, enfin, ce qui explique beaucoup de choses dans ma vie, c'est de savoir, de voir jusqu'où je pouvais aller. Et donc, au début, je travaillais 15 heures par jour. Mais quand je dis 15 heures, c'est 15 heures. C'est-à-dire que même quand j'allais aux toilettes, j'enlevais les 2 minutes que je prenais. C'était 15 heures. Pile poil. Donc là, tu étais motivé, là. J'étais organisé. Ouais. Donc... Puis après, quand j'avais décidé de le faire, je ne pouvais pas me permettre d'échouer, c'était pas raisonnable. Et donc, et à telle enseigne qu'au bout de 4 mois, je suis tombé malade. Et donc, je suis tombé malade, donc j'étais malade une semaine, mon père a dit, non, mon père qui était là à ce moment-là... C'était quoi, surmenage Oui, non, travailler vraiment 15 heures, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et donc, mon père m'a dit, non, tu déconnes, c'est trop, très bien. Donc, j'ai dit, mais je vais faire 12 heures. Et donc, je faisais 12 heures tous les jours. Et c'est ce que j'ai fait presque toute ma vie, oui. J'ai fait ça presque toute ma vie après. Et donc, 12 heures, je savais que je risquais rien, j'étais bien. C'est marrant, c'est le même rythme que Benjamin Franklin. On a les preuves au XVIIIe siècle, il faisait son petit livre d'heures comme au Moyen-Âge, tu sais, puis il montrait, voilà, telle heure. Donc, en général, lui, c'était... oui, c'était 8h, 9h, 9h, voilà, un truc comme ça. Mais moi, je marquais ça aussi tous les jours. Je marquais alors, ce que j'avais fait ou ce que je devais faire. Et donc, tout ça a été organisé. Voilà. Je n'ai pas trop dit jusqu'à un passé récent, mais en réalité, quand j'étais très... je m'ennuyais vraiment à un point terrible quand j'étais jeune adolescent. Et quand j'étais au 3e, à la fin de l'année de quoi, d'ailleurs, je me suis fait foutre dehors. J'étais à Marseille à l'époque. J'étais vraiment très très mal dans ma peau. T'étais insolent avec tes profs ou pas ? Oui. Okay, donc tu leur répondais, le principal non, aussi. Mais des fois, non, j'ai fait des coups terribles. Des fois, j'ai expliqué à un prof de maths qui se trompait, je lui ai pris la craie, j'ai fait la démonstration. Quand tu es monté au tableau et tu lui as pris la... Tu vois, avoir du caractère, c'est super important dans la recherche, parce qu'on sait que c'était la même chose pour von Neumann, pour tout un tas de... Pareil, mon prof de français, si tu veux, j'avais fait... J'aimais beaucoup Lautréamont, donc j'avais fait une citation de Lautréamont. Il nous avait donné à réfléchir sur une citation de Baudelaire. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai pas un goût terrible pour... J'adore Rimbaud, vraiment, j'ai pas un goût terrible pour Rimbaud Baudelaire. adorait Baudelaire, donc ça va, tu t'es pardonné. Et donc, j'avais mis à la rédaction, écoutez, cette réflexion ne m'intéresse pas du tout, je préfère beaucoup la réflexion de Lautréamont, qui m'a beaucoup inspiré scientifiquement, c'est pour ça que je la cite souvent, qui disait « La beauté, c'est comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie ». Voilà, si on comprend ça, on comprend une grande partie de
Alors, on va se du la mobile garder de en, la en recherche. fil rouge dans tout, parce que là, pour Voilà. la comprendre, c'est un peu Magritte quand même. Machine à coudre, Non, non, parapluie. non, 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 Magritte, ceci n'est pas une pipe. Ouais. C'est Ouais, je parle plutôt du, tu sais, le chapeau, la pomme. territoire. Ouais. La carte n'est pas le territoire. Hmm. Donc ceci n'est pas une pipe. Donc c'est une pipe, il dit c'est pas une pipe, Ouais. On c'est un peut pas la tableau de fumer. pipe. Ouais. Oui, Ouais. non, Ouais. c'est un tableau de pipe, c'est pas Ouais. une pipe. Ouais. Quand on a compris que c'était pas ça, on en a fait un pas en avant. Hmm. Toujours est-il que dedans, je téléphone à mon copain de l'époque en lui disant que je vais faire une tentative de suicide. Sa Ah, mais mère t'es vraiment téléphone. déprimé à ce moment-là. Sa mère téléphone à ma mère de manière désespérée, et ma mère téléphone à mon père qui était en Algérie à ce moment-là, qui dit envoie-le chez le pédopsie. Et donc je m'envoie chez le pédopsie ou je sais pas Donc là, quoi. t'es en troisième, tu dis. En troisième. Ouais. Je passe une semaine là-dedans, il me fait tout faire, tout dans tous les tests possibles, imaginables, depuis le Rorschach, les tests de QI, etc. Et quand il ressort, le psychiatre appelle mon père et dit votre fils a un QI à 180. Et donc foutez-lui la paix, il va toujours s'en Ah, donc, tu sortir. as tout le temps le vélo qui tourne, et c'est ça aussi qui est chiant, c'est que quand on a un QI de 180, on se sent seul. Je sais pas. En je tout sais cas, on pas. est seul. Si tu veux. Je- Le problème, c'est que tous les Je gens sais que tu pas, mais en tout fréquentes. cas, ça a géré mes problèmes avec mon père et ma mère. Oui, c'était. Et mon père et ma mère ont dit écoute, tu fais un peu ce que tu veux. De toute manière, on sait bien que tu t'en sortiras toujours. Donc moi, je suis parti. C'est pour ça qu'après, on peut expliquer ce que c'est le bac, les concours, etc. Ça m'a toujours amusé de voir jusqu'à quel point je pouvais jouer Tirer à le ça, truc, ouais. tirer le truc pour voir si ça allait marcher ou pas. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc Mais ça forge le caractère, mine de rien, parce que tu as tout un tas de gens. Là, récemment, il y a quelqu'un qui est très connu dans les affaires publiques en France, je ne vais pas le citer, mais qui a eu une condamnation et qui pourtant était quelqu'un associé à des confréries spirituelles, normalement très détachés de ça, et qui a quand même fait preuve de pensée suicidaire publique alors qu'il doit avoir la soixantaine ou 70 ans. On voit bien que les épreuves de la vie, quand tu as été capable de gérer ça en troisième, mine de rien, c'est quelque chose qui peut te vacciner pour de vrai, qui peut t'immuniser à des trucs beaucoup plus dangereux plus tard. Et je, beaucoup de je- gens se posent la question de comment tu as fait parfois ouais. faire preuve de caractère dans des épreuves difficiles, même avant la période Covid. Comment tu as fait pour être capable de dire à des gens qui se gouraient, de dire à des autorités qu'ils avaient vraiment tort, et de faire face à des affrontements soit secrets, soit publics. Mine de rien, je crois que cet épisode, quand tu étais en troisième, c'est pas du tout anodin, parce que c'est quelque chose qui forge le caractère. J'ai peur que ce soit beaucoup moins digne que ça. En réalité, c'est arrivé pour conforter le truc, c'est ce que je dis. Je trouvais que le prof de maths était idiot, et donc j'étais obligé de le corriger. Je trouvais que le prof de français était idiot. Ce que je dis quand je parlais de Lautréamont, comme il nous faisait faire des des petits séminaires ou des petites conférences sur un auteur qu'on choisissait. Bien sûr, j'ai choisi Lautréamont parce qu'il m'avait dit, en plus c'est idiot. Donc il était furieux que je n'ai pas traité son truc, et il me dit, en plus c'est idiot, Lautréamont n'a jamais écrit ça. Il ne faut pas me dire ça, parce que quand je dis quelque chose, je vérifie avant. Et donc j'ai fait après ma conférence, et puis j'ai cité voilà ce que dit Lautréamont devant ce prof-là qui devenait tout rouge. En disant voilà, il faut faire attention, c'est pas parce que quelqu'un est plus jeune qu'il est plus con que vous, faut pas croire ça. Donc je suis pas impressionné par l'autorité, pas du tout, depuis que je suis tout petit, je suis pas impressionné, je trouve que dedans il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas ce dont il parlait. Tu vois, ça, 50 ans plus tard, c'est quand même ce qui te permet de claquer la porte du conseil scientifique. Tu vois. Oui, C'est l'autorité, mais ils disent de la merde. Donc, oui, mais j'ai eu l'occasion de dire ça, les gens confondent l'autorité administrative et l'autorité intellectuelle, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc, moi, les gens ne m'impressionnent pas. Il y a des gens pour qui j'ai beaucoup de respect intellectuellement, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, parce que je suis content d'apprendre. Donc, quand je discute avec quelqu'un qui connaît son métier et que ce n'est pas le mien de métier, je suis content d'apprendre. Moi, je suis une éponge, j'adore apprendre, j'adore lire. Je sais pas, je lis une centaine de livres par an. J'adore lire, j'adore apprendre. Voilà, c'est comme ça. Et donc, mais je me laisse pas impressionner depuis que je suis tout petit. Hein, donc, et en plus, j'ai pas trouvé tellement qu'il y avait des raisons pour être impressionné. Et puis ensuite, donc, quand j'ai eu l'internat, les hasards ont fait. Mon père à l'époque était parti en Polynésie, et donc j'ai voulu faire mon service militaire en Polynésie. Et puis il est mort juste avant, donc j'ai pas pu. Je suis allé quand même en Polynésie, mais il n'était plus là. Et puis là-bas, j'ai commencé à faire la médecine tropicale qui m'intéressait. Et puis donc
petit à petit, je me suis Donc, tu tourné étais vers ça. médecin militaire pendant ton service Ouais, en ouais, ouais, Polynésie. ouais. Donc, tu bossais sur quoi? Les parasites Pareil, les infections, je m'étais rendu compte, c'était un point, un des 2 ou 3 points clés du fait que je me suis orienté à faire de la microbiologie en parallèle des maladies infectieuses. C'est très intéressant, il y a eu une maladie des zones tropicales humides, très, très commune, c'est la leptospirose, parce que c'est des bestioles leptospirose. qui vivent dans l'eau douce et qu'on trouve quasiment tous les mammifères. Mmh. Et donc, là-dedans, j'avais eu la chance, il y avait un médecin militaire qui testait ça systématiquement, biologiquement. Et donc, moi, je l'ai malade à chaque fois que je... C'était quoi ta vie de tous les jours d'ailleurs? Je veux dire, si tu travaillais sur des appelés ou tu travaillais sur des Non, victimes non, c'est un locales, hôpital, c'est un hôpital civil, hein. ou des patients locaux? Ouais, Non. la passion civile, c'était très, très intéressant. J'ai beaucoup appris là-bas parce qu'on était 5 à prendre les gardes. Donc entre ça, les vacances et tout, on se retrouvait de garde un jour sur 3. Ouais. On travaillait quand même. Donc T'étais où d'ailleurs comme île? à Tahiti, à Papeete. À Papeete, ouais. Donc l'hôpital Et donc, général de Papeete. ouais. Ouais. Et donc, je sais pas, on travaillait 80 heures par semaine. Et quand on n'était pas de garde, on était d'évacuation sanitaire, ce qui était sympa. D'ailleurs, je suis allé comme ça aux Marquises, un petit avion, pour aller chercher une femme qui était en train d'accoucher. C'était intéressant. Ça a dû durer 6 heures en avion. Alors. C'est ton premier accouchement? C'était mon premier accouchement. Ouais. Et donc, non, comme on disait, maintenant on ne dit plus ça, parce que c'est la formation, le médecin ne peut rien avoir. Hein. Maintenant, il travaille 35 heures comme les autres. Hein. Mmh. Mais à l'époque, on disait on apprend la médecine en bouffant du malade. Donc il fallait voir des malades, voir des malades, voir des malades, voir des malades. Et donc c'était bien, parce que les urgences, on était tout seul, on faisait la chirurgie, on faisait la gynéco, on faisait tout. Tiens, là-bas, il y a pas c'est un protiste, je crois, qui a été découvert à Tahiti ou dans les... Oui, il y a beaucoup sur la gratte, là. Oui, qui est parasitique, j'ai oublié le nom, mais... Qui donne la ciguatera. Oui, oui. Oui, voilà, c'est ça, ciguatera, exactement. Avec les Tahitiansis, je poissons. sais plus quoi, non? Non. Le truc, moi j'ai travaillé beaucoup sur la leptospirose, c'était mal connu. Et puis alors, c'était très fascinant. Alors, c'est quoi l'agent pathogène de la leptospirose? Sur la leptospire. Oui, Et c'était très fascinant. D'abord, il y avait des leptospiroses chroniques qui n'avaient jamais été décrites, parce qu'il y avait des îles dans lesquelles il n'y avait même pas accès aux antibiotiques, parce que c'est très sensible aux antibiotiques. Jamais eu d'antibiotiques avant. Jamais eu d'antibiotiques. Okay. Et donc, on voyait bien, c'était connu chez les animaux, qu'il y avait des leptospiroses chroniques. Enfin, il n'y a pas de raison s'ils étaient chez les animaux, que ce ne soit pas chez l'homme. Et donc, la différence, c'est que, effectivement, si on a une semaine de n'importe quel antibiotique, de pénicilline, cetulestol, puis c'était fini. Et donc, on a vu les leptospiroses chroniques, d'une part, et puis d'autre part, il y avait un phénomène épidémiologique qui était très intéressant, c'est qu'il y avait les épidémies de leptospirose se produisaient sur des cycles de 3 ans. Ce qui est extrêmement étrange. Donc, il y avait 3 ans, il y avait de leptospirose, et puis peut-être pendant 3 ans, parfois 6 ans, il n'y en avait plus, puis hop, il y en avait 3 ans. Et en réalité, on s'est rendu compte que les 3 ans en question, c'était le rythme de changement des militaires à Tahiti. Ah oui, d'accord. Donc quand il y en avait un qui s'y intéressait, leptospirose, si celui qui arrivait ne s'y intéressait pas, il n'y avait plus de leptospirose. Donc ça montrait une chose qui m'a énormément servi quand ensuite j'ai travaillé sur les maladies émergentes, les maladies nouvelles, c'est de dire, attendez, quand on découvre une maladie, c'est soit parce qu'on n'a pas l'outil, donc là on avait l'outil qui était un type qui cultivait merveilleusement. Deuxièmement, l'intérêt, d'accord. Et puis, troisièmement, il est possible que ce soit dû à une augmentation, une apparition, mais c'est la chose la moins plausible. Le plus plausible, c'est que personne n'a regardé ou que personne n'avait les outils pour le faire. Donc, on voit bien que, en réalité, toutes les maladies infectieuses, c'est une question d'outils et d'intérêt. Voilà. D'où l'enthousiasme, encore une fois, parce que pour mettre l'attention, pour avoir une attention extrêmement concentrée comme un laser sur le sujet, il faut quand même aimer ça, il faut être capable de bosser beaucoup et se concentrer dessus. Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est moi, j'ai trouvé que mon mobile, c'était la curiosité. Hein.